Très contente d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui, je l'espère, va vous intéresser. Donc, le théâtre de Robert Garnier, qui est peut-être peu connu, mais qui gagne, à mon avis, à être davantage connu. Et j'ai beaucoup aimé travailler sur ce théâtre, me replonger dans le théâtre de Robert Garnier en vue de cette présentation, mais sous un angle un peu différent de celui que j'avais adopté dans mes travaux précédents. Alors, la problématique de la représentation de la mort au théâtre m'a semblé un angle privilégié par lequel aborder le sujet de ce séminaire sur la figuration de l'humain par des moyens autres que visuels. Alors, je me suis posé d'abord des questions très générales. De quelle façon la mise à mort d'un personnage et son cadavre sont-ils représentés, en particulier dans le théâtre du 16e siècle? Et de manière encore plus spécifique dans le théâtre de Robert Garnier, qui est emblématique de cette période. Quand et comment a-t-on recours à des artifices scéniques et pour quelles raisons dans le rapport à la mort? Ces questions ne sont pas nouvelles, elles ont été abondamment traitées déjà au 16e siècle même et au 17e surtout dans des ouvrages théoriques. Dans ces ouvrages où, comme le souligne Emmanuel Hénin, dans un très bon article, un excellent article qu'elle a publié dans la revue Littérature classique et intitulé Faut-il ensanglanter la scène? Les enjeux d'une controverse classique. Donc, ces enjeux ont été beaucoup explorés au XVIIe siècle et pour en venir à la conclusion que la limite entre ce qui est permis et ce qui est interdit s'est peu à peu constituée sur la scène théâtrale après avoir été farouchement débattue par les dramaturges et les théoriciens. À la question faut-il ensanglanter la scène, la dramaturgie classique répond, comme le souligne Hénin dans son article, par un non, mais dans le sens où il est permis de montrer une blessure ou un cadavre, mais qu'il serait préférable de raconter l'acte sanglant lui-même avec des mots tels que le spectateur aura tout de même l'impression de le voir en imagination. Les scènes de violence extrême, comme un infanticide par exemple, doivent donc être exécutées en coulisses, hors scène, et par la suite racontées par un personnage témoin par le biais d'un récit. L'exposition d'agonisants ou de cadavres est toutefois monnaie courante dans le théâtre, même classique, même si la vue du sang est le plus souvent évitée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les bienséances et l'atteinte aux bonnes mœurs ne sont pas les arguments les plus souvent évoqués dans le débat classique pour justifier ces interdits. C'est surtout pour des raisons de vraisemblance que les théoriciens de la période proscriront la mort sur scène. Il leur semble en effet impossible ou difficile de montrer certains spectacles de manière vraisemblable et crédible, en s'appuyant essentiellement sur les arguments que Horace déjà avait mis de l'avant dans son art poétique. Alors, je cite ici très brièvement Horace, dans une traduction évidemment en français. Tantôt, l'action se passe sur la scène. Tantôt, elle fait l'objet d'un récit. L'esprit est moins vivement frappé de ce que l'auteur confie à l'oreille que de ce qu'il met sous les yeux, ses témoins irrécusables. Le spectateur apprend tout sans intermédiaire. Cependant, ne met pas sur la scène ce qui doit se passer dans la coulisse et soustrait au regard certains faits que viendra raconter un témoin oculaire. Ce n'est pas devant le public que Médée doit massacrer ses enfants, l'exécrable Atrée faire cuire les membres de ses fils, Procné se changer en oiseau, Cadmus en dragon. Je n'ajoute aucune foi à de tels spectacles et je ne les admets pas. Donc, il est assez clair ici que la question de la crédibilité, de la vraisemblance, entre autres, est mise de l'avant par Horace. Mais qu'en est-il des positions sur ce sujet au 16e siècle? Alors que la réflexion théorique en France sur les genres théâtraux issus de l'Antiquité n'en est qu'à ses débuts, et que le théâtre du Moyen Âge, qui n'exclut pas les actes sanglants sur scène, bien au contraire, est toujours très vivant sur les plateaux de la période. Dans quelle mesure, dans la pratique, représente-t-on les actes sanglants sur scène dans la tragédie du 16e siècle?
Je vois que j'arrive pas à... Attendez, je vais devoir, je pense, arrêter le partage de mon document parce que je n'arrivais pas à ouvrir. Je vais le repartager à nouveau. Désolée. Petit souci technique. Voici. OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Attendez. Je suis désolée, hein. Ça ne sera pas très long. Je pense que j'ai trouvé le problème. Aucun problème. Voici. Je pense que vous voyez maintenant. Oui, alors on n'est pas en mode présentateur, mais nous voyons. Voilà. Oh, OK. Alors voici. Bon, j'y suis. Donc, alors ce sont les questions sur lesquelles je reviens. Donc, dans quelle mesure dans la pratique représente-t-on les actes sanglants sur scène dans la tragédie du 16e siècle? Dans quelle mesure des moyens visuels autres que l'acteur étaient-ils utilisés pour représenter les cadavres et les mises à mort, souvent violentes? Dans quelle mesure y avait-il continuité ou rupture avec les pratiques scéniques médiévales? Alors, j'ai choisi comme étude de cas donc le théâtre de Robert Garnier, ses tragédies, auteur emblématique de la tragédie humaniste. J'aimerais d'abord faire un détour par la pratique théâtrale en lien avec les formes dites médiévales, telles que les mystères et les miracles, lesquels constituaient l'essentiel des spectacles que la population était à même de voir à l'époque de Robert Garnier lui-même. Donc, il s'agira pour moi d'abord de présenter quelles sont les pratiques scéniques de manière très générale au Moyen Âge, puis ensuite voir jusqu'à quel point dans le théâtre de Robert Garnier, il y a possibilité d'avoir recours à ces pratiques scéniques ou pas. La mise en spectacle des histoires chrétiennes sous forme de drames liturgiques, de miracles et de mystères a été très fréquente en France entre le 12e et le milieu du 16e siècle. Le corpus des mystères français s'élève ainsi à plus de 220 textes qui ont été conservés. Les représentations étaient organisées par différentes institutions, laïques ou ecclésiastiques, et le mystère de la Passion, qui exposait le mythe fondateur de la chrétienté, représentait sur la scène l'histoire du Christ de sa naissance à sa mort, et même parfois sa résurrection pour certaines versions des Passions. Et les miracles, eux, mettaient en scène la vie et la mort des saints martyrs chrétiens. Les scènes de violence étaient donc très nombreuses dans les spectacles, qu'il s'agisse de supplices divers, tels que des démembrements, des écorchements, des décapitations, des crucifixions, etc. La préparation de ces spectacles rassemblait de nombreuses personnes, des notables, des artisans, des artistes, et l'on faisait aussi, bien sûr, appel à des spécialistes des techniques théâtrales et des effets spéciaux pour concrétiser la mise en scène des épisodes qui présentaient des défis particuliers. Il fallait en effet rendre visibles des apparitions, des disparitions, des miracles accomplis par Dieu ou les saints, des décapitations et autres scènes de violence, de torture et de mort. Les techniciens devaient rivaliser d'inventivité afin de montrer un corps démembré ou une âme montant au ciel, faire voler des anges, montrer les feux de l'enfer, etc. Il fallait frapper l'imagination des spectateurs pour rendre visible et sensible la souffrance et la mort du Christ ou du saint dont la vie était présentée dans le spectacle. La mort de Jésus en particulier, parce qu'elle est rédemptrice et apporte le salut de l'humanité, devait être exhibée dans les moindres détails. Les spécialistes du théâtre médiéval, parmi lesquels Gustave Cohen, qui fut vraiment l'un des pionniers dans les études sur la mise en scène des spectacles médiévaux en France, et les travaux de Marie Boyer-Gironès, également spécialiste du Moyen Âge, ont révélé plusieurs choses, et entre autres des documents sur les pratiques au 15e et 16e siècle et la manière dont étaient jouées les scènes de violence pendant les spectacles de mystère et de miracles. En particulier, quels effets spéciaux pouvaient être utilisés pour les scènes particulièrement difficiles à illustrer devant le public.
Alors, vous avez sous les yeux une liste de documents dans lesquels on retrouve ces informations, qu'il s'agisse de livres de comptabilité, des contrats faits avec les spécialistes des effets spéciaux de l'époque, les délibérations municipales lors de l'organisation d'un spectacle, les textes dramatiques eux-mêmes qui comportent au Moyen Âge souvent des didascalies ou des annotations sur les manuscrits. Et dans ces documents, les décors et l'arsenal scénique sont en général appelés des feintes ou des engins. Ce sont deux termes fréquemment utilisés qui désignent donc plusieurs procédés tels que des trappes, des machines, des voleries, des masques, le feu, les eaux enchaînées, bon, toutes sortes d'effets. Les effets spéciaux en tant que tels étaient désignés par le terme de secret ou oui, le secret, et la personne qui était désignée comme étant spécialiste de ces procédés, on la désignait dans les documents à l'aide du terme de feintier ou encore de l'expression maître des secrets. Alors, je vous renvoie, si vous voulez en savoir davantage sur ces documents, à un texte de Marie Boillic-Gironès qui est vraiment très informatif, publié dans la revue d'Histoire du théâtre et qui s'intitule Trois documents sur les feintes, les secrets et leurs maîtres au 15e et au 16e siècle, et dans lequel donc sont présentés de manière détaillée des documents qui justement nous révèlent certains des secrets de la mise en scène de la période. Alors, quels sont les exemples d'utilisation de secrets qu'on peut mentionner pour avoir une idée de la façon dont on pouvait représenter ce qui pouvait sembler irreprésentable à l'époque? Alors, vous avez devant les yeux une citation tirée d'un ouvrage de Gustave Cohen intitulé Le livre de conduite du régisseur et le compte de dépenses pour le mystère de la Passion joué à Mons en 1501, un ouvrage qui a été publié en 1924, mais qui contient beaucoup d'informations. Et voici ce que dit Gustave Cohen. À Mons, donc en 1501, pour une passion, les échevins paient maître Guillaume de la Chière, donc le feintier, pour fabriquer le secret du pinacle, le faux corps Saint-Jean, le couteau fin d'Hérodias, deux faux visages de mort, etc., etc. Donc, on a une idée ici des objets qui étaient utilisés, des secrets, les feintes, pour représenter certaines scènes. Par exemple, un faux corps, celui de Saint-Jean, dont on peut imaginer qu'il a été utilisé pour la mise à mort, la décapitation du saint et des faux visages de mort qui devaient vraisemblablement être des masques. Un autre exemple, tiré du mystère de la vengeance Notre Seigneur, daté de 1541, donc on est déjà au milieu du 16e siècle, et dans lequel une scène montre l'empereur Néron qui fait ouvrir le ventre de sa mère, et on lit dans une didascalie du manuscrit de ce mystère, nota qu'il la lit ici sur un long banc, le ventre dessus, et faut avoir un corps fin pour l'ouvrir. Donc, encore ici, on a la désignation d'un procédé qui vise à utiliser un substitut de corps humain pour une scène particulière. Un autre exemple tiré du mystère des apôtres, des actes des apôtres, qui a été présenté à Bourges en 1536. Donc, le manuscrit qui est conservé à la bibliothèque de Bourges présente une liste très complète de toutes les feintes qui étaient nécessaires à la mise en scène. Marie Boillic-Gironès, dans son article, présente la liste de ces feintes, de ces procédés et objets utilisés pour cette mise en scène particulière. Et j'ai tiré un exemple seulement de cette longue liste, mais qui me semble assez révélateur, au sujet de l'épisode du martyre de Saint-Paul, dans lequel on dit que sa tête fera 3 seaux, et de chaque seau sortira une fontaine dont sortiront lait, sang et eau. Alors, on voit ici quand même que rien n'était à l'épreuve, hein, des fêtiers au Moyen Âge. Donc, on pouvait imaginer toutes sortes de façons d'illustrer des scènes qu'on pourrait juger a priori difficiles à montrer, mais plusieurs techniques étaient employées pour essayer de créer une forme d'illusion. Je reviendrai là, sur cet aspect-là un peu plus loin.
Dernier exemple, le jeu de la vengeance et destruction de Jérusalem, qui a été représenté à Plessis-Piquet en 1541, est intéressant parce qu'on y trouve la mention d'un terme qu'on va retrouver aussi dans d'autres documents de l'époque, c'est le mot idole. Et dans un contrat, pardon, lié à la représentation de ce mystère, on mentionne qu'un feintier nommé Loison fournira divers éléments nécessaires au spectacle, dont des perruques, des cheveux, barbes et idoles. Alors, que désigne ce terme d'idole? Le mot, en fait, désigne des poupées ou des mannequins qui remplaçaient les corps des acteurs pour les effets spéciaux. Donc, c'est un terme intéressant, évidemment, qui est connoté aujourd'hui de manière un peu différente, mais qui désigne donc un procédé utilisé de manière très, très, très fréquente dans les mises en scène des mystères de cette époque. Alors, le recours à ces idoles et autres substituts du corps humain, tels que euh, peut-être la représentation uniquement d'une partie du corps humain lors des scènes de démembrement ou de décapitation. Donc, le recours à ces idoles dans la pratique visait vraisemblablement d'abord à protéger les acteurs pour certaines scènes qui pouvaient peut-être être dangereuses, tout dépendant de la façon dont on pouvait la mettre en scène, mais surtout pour montrer des scènes difficiles ou impossibles à jouer sans effets spéciaux. Hein. Donc, difficiles à jouer uniquement avec le corps d'un acteur ou d'une comédienne, tels que démembrement, décollation, décapitation, écorchement, etc., etc. Alors, quel est le lien ou quel impact cet emploi a-t-il sur l'esthétique des formes médiévales telles que les mystères et les miracles? Alors, je cite encore une fois ici Marie Boyer-Gironès qui résume bien, je pense, l'esthétique euh, de l'artifice, si vous voulez, qui est caractéristique de ces mystères et miracles. Nous ne sommes pas face à une esthétique qui se veut réaliste ou illusionniste. L'outrance des effets doit produire le merveilleux, ou je dirais aussi l'horreur. Ici. Au plan esthétique, l'examen de ces documents montre que sur la scène des mystères, l'effet recherché n'est ni l'imitation de la réalité, ni l'illusion. Donc, l'utilisation des feintes et secrets témoigne de la recherche d'un surnaturel spectaculaire, dans le cas, par exemple, du vol des anges ou encore de la gueule de l'enfer qu'on leur représentait également avec des flammes, des procédés qui visaient à montrer un endroit associé à l'imaginaire médiéval en lien avec l'enfer. Donc, la recherche d'un surnaturel spectaculaire pour visualiser les mystères de la foi. Tout est montré, même les actes les plus violents, car il s'agit de stimuler l'affect du public. L'esthétique de ce théâtre, ne reposant pas sur le critère de la vraisemblance, il est dès lors acceptable d'utiliser des expédients pour rendre visible la violence faite au corps, même si ces expédients, ces idoles, mannequins, poupées, étaient vraisemblablement reconnaissables par le public. Hein. On se rendait compte de l'artifice, mais on acceptait l'utilisation de l'artifice, probablement. La question pourra être débattue. Alors, qu'en est-il au 16e siècle, lorsque la pratique et l'écriture théâtrale va tranquillement se transformer avec la redécouverte des genres de l'Antiquité, essentiellement la tragédie et la comédie au 16e, vers le milieu donc, du 16e siècle, les premières tragédies originales écrites en français sur le modèle des tragiques de l'Antiquité, c'est essentiellement Euripide et Sénèque, hein, sont, vous avez les titres ici, L'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, la première tragédie religieuse d'ailleurs, en français, qui a été publiée et représentée en 1550, et La Cléopâtre captive d'Étienne Jodelle, qui traite d'un sujet tiré de l'histoire romaine, représentée, elle, en 1553 et publiée en 1572, un peu plus tard. Donc, au milieu du siècle, apparaît dans l'écriture et aussi des représentations. Ces représentations n'ont pas tout le faste, évidemment, des mystères et des miracles. La Cléopâtre captive, par exemple, sera représentée dans un collège avec des moyens qu'on peut imaginer très, très limités. Euh,
Donc, mais quand même, on assiste à la naissance de ce nouveau théâtre qui, comme on sait, va connaître là, une popularité et une fortune très grande en France dans les décennies, les siècles qui vont suivre. Ces nouvelles créations vont s'accompagner des premières réflexions théoriques en français sur la tragédie, des textes relativement courts, mais qui apparaissent souvent dans les préfaces qui accompagnent l'édition des textes, soit les nouvelles créations de tragédies ou encore les traductions des tragédies anciennes du grec ou du latin vers le français. Dans ces textes théoriques, les auteurs expliquent ce qu'est une tragédie et la situent par rapport très souvent aux formes médiévales, justement, en signalant ce qui oppose ces nouvelles formes théâtrales à celles qui sont présentes hein, sur les scènes de la France au milieu du 16e siècle, là, les mystères, miracles, moralité et autres formes médiévales. Donc, dans les textes théoriques, il y a un discours très critique sur les formes théâtrales médiévales et on va le voir aussi même, je dirais, sur les mises en scène, hein, la façon dont l'action dramatique était présentée dans ces spectacles-là. Donc, il s'agit essentiellement de les discréditer pour mousser les nouvelles dramaturgies tirées de l'imitation des auteurs tragiques de l'Antiquité. Donc, il y a apparition de ces nouvelles formes, mais en même temps permanence des formes théâtrales médiévales, et ce, tout au cours du 16e siècle. Hein. On va continuer à jouer des mystères et des moralités pendant tout le 16e siècle et même au-delà, même si dans le discours critique, ces formes-là sont présentées de manière assez négative. Alors, quels sont les sujets de la tragédie? D'après les premiers théoriciens du 16e siècle, j'ai tiré ici des extraits de certains ouvrages qui essaient de définir pour les lecteurs qui se procurent les textes de ces tragédies ou des traductions des tragédies antiques. Donc, pour ces lecteurs, on essaie de les guider dans leur lecture en leur expliquant ce qu'est qu'une tragédie. Alors, Guillaume Bochetel, qui est l'auteur d'une traduction d'une tragédie d'Euripide, la Hécube, qui l'a traduite en français en 1544, explique ce qu'est une tragédie en disant que, en se penchant essentiellement sur le sujet des tragédies, ce ne sont que pleurs, captivité, ruine et désolation des grands princes, et quelquefois des plus vertueux. Donc, le mot pleurs ici est important parce que ça renvoie à la tristesse, ça renvoie aux affects, ça renvoie à la lamentation, à la plainte, des éléments qui seront associés à la tragédie par tous les auteurs théoriques de cette période-là. On mentionne aussi quels sont les personnages qui seront au cœur du théâtre tragique de l'époque, c'est-à-dire les grands princes, les personnages de haut rang. Et ça aussi, c'est une constante qu'on va observer dans le discours théorique et aussi dans le discours, non pas dans le discours, mais dans le contenu des tragédies françaises de l'époque, bien que pour certaines, parfois, on déroge un peu de cette prescription. Jacques Pétier-Dumans va écrire un art poétique qui s'inspire beaucoup de l'art poétique d'Horace en 1555. Et il écrit ceci: en la tragédie, la fin, c'est-à-dire le dénouement, est toujours luctueuse et lamentable, c'est-à-dire déplorable et lamentable, ou horrible à voir. Donc là, il y a un élément un petit peu nouveau là, qui apparaît, la mention de l'horreur des événements qui sont présentés et qui rapproche quand même ici la tragédie de ce qu'on pouvait voir sur les scènes médiévales. Car la matière dicelle, son oxysion, exil, malheureux défilement ou retournement de fortune d'enfants et de parents. Donc, il y a une énumération des événements qui seront au cœur de l'action tragique, parmi lesquels les morts, les oxysions. Pierre Laudin des Galliers, à la toute fin du siècle, en 1597, va aussi publier un art poétique français où il reprend essentiellement les mêmes éléments. Les choses ou la matière de la tragédie sont les commandements des rois, les batailles, meurtres, violements de filles et de femmes, trahison, exil, plaintes, pleurs, cris, fausseté et autres matières semblables. Donc, on voit que les sujets de la tragédie sont associés à la violence systématiquement, et à la mort de manière aussi presque systématique, essentiellement dans le dénouement de l'action tragique en tant que telle.
J'en viens à Jean de la Taille, pardon, qui est l'auteur du traité théorique le plus important durant cette période. C'est pas un texte très long, il fait quelques pages, mais c'est quand même le plus substantiel qu'on ait pour la période. Il s'intitule De l'art de la tragédie et est paru en 1572 avec les tragédies de l'auteur lui-même. Il en a écrit deux. Alors, lui aussi reprend essentiellement des éléments qu'on retrouvait chez d'autres théoriciens avant et après lui. Son vrai sujet ne traite que de piteuses ruines des grands seigneurs, des inconstances de fortune, bannissement, guerre, peste, famine, captivité, etc. Donc, il fait une longue énumération ici. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il va mentionner quel type de mort devrait être représenté dans les tragédies de l'époque. Par exemple, il va dire que on ne doit pas présenter de choses qui arrivent tous les jours naturellement et par raison commune, comme d'un qui mourrait de sa propre mort. Donc, une mort naturelle ne peut pas être l'objet d'une tragédie parce que ça va dans l'ordre des choses. On peut bien sûr ressentir de la tristesse, mais ce n'est pas une émotion suffisamment intense pour qu'elle soit associée au genre de la tragédie. Ou encore un qui serait tué de son ennemi ou qui serait condamné à mourir par les lois et pour ses démérites. Donc, dans le cas d'une sentence énoncée par un juge, par exemple, ben, c'est un châtiment qui est mérité et qui ne devrait pas susciter autant de réactions. Car tout cela n'émouverait pas aisément et à peine m'arracherait-il une larme de l'œil. Vu que la vraie et seule intention d'une tragédie est d'émouvoir et de poindre, de stimuler merveilleusement les affections d'un chacun. Donc, on voit que l'effet recherché chez le public est vraiment de stimuler les sentiments, les émotions, mais avec une grande intensité, hein, vraiment de faire pleurer, autrement dit, et d'émouvoir par la pitié. Le terme n'apparaît pas ici dans cet extrait, mais il apparaît ailleurs dans le texte de Jean de la Taille. Donc, on voit ici l'influence du traité d'Aristote qui est présent chez Jean de la Taille. On le voit moins chez les autres théoriciens de l'époque, mais chez Jean de la Taille, c'est présent. Donc, il faut susciter la pitié. Donc, il y a certains types de sujets qui vont être préférables pour créer cet effet. Et il en mentionne je dirais par comparaison, on peut déduire un peu euh, à la fin là, de l'extrait ici quel genre de sujet pourrait être exploité. Alors, ce qui est souligné en gras ici, il faut que le sujet en soit si pitoyable et poignant de soi qu'étant même en bref et nullement dit, engendre en nous quelques passions, comme qui vous compterait d'un à qui l'on fit malheureusement manger ses propres fils. Donc, il mentionne un exemple tiré de la mythologie grecque, Thyeste, qui a mangé ses propres enfants euh, à cause de son frère Atrée qui a voulu se venger de lui. Alors, c'est une histoire qui a été mise en scène sous forme de tragédie par Sénèque, dans sa tragédie qui s'intitule d'ailleurs Thyeste. Okay? Donc, la taille choisit délibérément un sujet particulièrement horrible et macabre, hein, un père qui mange sans le savoir ses propres enfants et d'un autre qui, ne pouvant trouver un bourreau pour finir ses jours et ses maux, fut contraint de faire ce piteux office de sa propre main. Donc, là, ici, on mentionne les suicides qui seront effectivement très, très, très présents sur les scènes tragiques de la période, comme on le verra. Alors, la taille va aussi énoncer des principes qui touchent à la représentation sur scène, donc des principes de mise en scène. Il dira un peu plus loin dans son traité, il faut se garder de ne faire chose sur la scène qui ne s'y puisse commodément, on pourrait dire facilement ou de manière pratique, et honnêtement, on peut peut-être traduire par convenablement, faire, comme de n'y faire exécuter des meurtres et autres morts, et non par feinte ou autrement, car chacun verra bien toujours que c'est et que ce n'est toujours que feintise. Ainsi que fit quelqu'un qui, avec trop peu de révérence et non selon l'art, fit par feinte crucifier en plein théâtre ce grand sauveur de nous tous. Donc, oui, la tragédie doit parler de sujets macabres, de morts horribles, de morts qui suscitent la pitié et parfois l'horreur, mais on ne doit pas montrer ces mises à mort par souci de vraisemblance, parce qu'on va toujours se rendre compte qu'il s'agit de feintise. Donc il ne s'agit pas ici, je pense, du souci de
préserver la sensibilité du public, mais davantage la crédibilité de ce qui est dit et montré sur scène. Donc, Lataille ici critique ouvertement les pratiques de son époque sur les scènes du temps qui montraient des mystères et des miracles. Dans les mystères de la Passion, pardon, on faisait crucifier en plein théâtre ce grand sauveur de nous tous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, pour Jean de Lataille, il faut remettre en question cette pratique scénique, car elle ne suscite pas nécessairement l'adhésion du public. Et il semble qu'il y ait des témoignages de l'époque où, effectivement, quand c'est plus ou moins bien exécuté, les scènes de ce type qui devraient susciter beaucoup d'émotions chez le public, c'est le but de l'exercice, étaient peut-être sujets à moquerie. Bon, hein, donc, le manque de vraisemblance de certaines pratiques est visé ici par de la taille. Dans son propre théâtre, les morts apparaissent en effet toutes hors scène. Dans sa tragédie Saoul le Furieux, le roi se suicide, mais c'est raconté et ça a lieu hors scène. Il y a des enfants qui sont crucifiés aussi. C'est une pièce dont le sujet est assez macabre. La famine ou les Gabéonites, crucifixion d'enfants, mais ce n'est pas montré sur scène, c'est raconté et donc le tout a lieu à l'extérieur du plateau et n'est pas présenté sous les yeux du public. L'Odeur des Galliers va aller dans le même sens dans son art poétique et va explicitement s'appuyer sur Horace, qui dit effectivement dans l'art poétique qu'il ne faut pas toujours représenter, qu'il ne faut pas en faire représenter comme je l'avais mentionné au début de ma présentation, des exécutions ou certaines actions violentes, justement parce qu'on n'y croit pas. Okay? Alors, Laudun des Galliers va traduire plus ou moins cette idée en disant qu'il ne faut pas toujours représenter les horreurs de la tragédie devant le peuple. Va marquer le toujours, hein? Ce qui laisse entendre que dans certaines situations, on peut représenter les horreurs. Comme de faire démembrer un enfant, par exemple. Cuire les entrailles, on fait référence vraiment à des scènes d'horreur et autre chose. La raison est pour ce que l'on ne le peut pas faire, car comment pourra-t-on démembrer un homme sur le théâtre? On pourra bien dire quand l'on va démembrer derrière, et puis venir dire qu'il est démembré et en apporter la tête ou autre partie. Je dirais ici en passant que la moitié de la tragédie se joue derrière le théâtre, car c'est où se font les exécutions qu'on propose faire sur le théâtre. Donc, s'il est possible de représenter les choses sur scène, faisons-le, mais quand ce n'est pas possible, et ce qui est un peu sous-entendu ici, si ce n'est pas possible avec les moyens dont on dispose, faisons-le à l'extérieur, quitte à rapporter ensuite le résultat de cette action, tel qu'une tête ou des parties de corps humain. Okay? Là, on peut voir qu'il ne s'agit pas nécessairement avec Laudun des Galliers de repousser toutes les feintes, hein, parce que la tête elle-même sera une feinte, mais c'est davantage l'action de la mise à mort qui doit être présentée d'une manière qui ne vient pas trop heurter la vraisemblance. C'est du moins de cette manière, je pense qu'on peut interpréter cet extrait. Donc, c'est la difficulté d'exécution en lien avec la crédibilité qui est en jeu ici. Donc, pour résumer, ce rapport à la feinte dans les textes théoriques, Jean de la Taille rejette la représentation des actes sanglants, tels que les exécutions ou meurtres, par souci de vraisemblance. Il est préférable de les faire à l'extérieur de la scène. Pour le Dain des Galliers, il semble que certaines scènes soient possibles, mais qu'il exclut les actions impossibles à représenter uniquement par les acteurs eux-mêmes sans avoir recours à un expédient, parce que ce ne sera pas suffisamment crédible. Okay? Alors, quand il dit que c'est impossible de démembrer, c'est plus ou moins vrai, parce que sur les scènes de son époque, on démembrait dans les mystères les gens. Alors, il faut comprendre que c'est impossible de le présenter de manière crédible et vraisemblable. C'est du moins de cette manière que je l'interprète. Donc, il semble y avoir, en ce qui concerne les spectacles tragiques, un refus chez les théoriciens de montrer les scènes qui nécessiteraient un recours à des feintes telles que les idoles et les mannequins, largement utilisées sur les scènes des mystères pour les mises à mort, hein, car elles manquent de crédibilité. Pour Laudun des Galliers, des feintes qui n'impliquent pas une action de mise à mort semblent acceptables sur la scène et même souhaitables. Hein.
sur la scène tragique. Alors, qu'en est-il dans le théâtre de Robert Garnier, donc dans la dramaturgie en tant que telle? On a peu d'informations sur les représentations des tragédies au 16e siècle. Certaines des tragédies de Garnier ont, de manière certaine, été jouées, mais les circonstances dans lesquelles elles ont été présentées ne nous sont pas données, ou très peu. On a quelques documents qui attestent de certaines représentations, mais je n'ai pas connaissance là, d'une documentation très, très abondante en ce qui concerne le théâtre de Robert Garnier tel qu'il a pu être joué là, au 16e siècle. Alors, c'est un théâtre qui n'est pas très abondant si on compare peut-être avec la production des dramaturges les plus connus là, du 17e siècle, mais il est auteur de 7 tragédies. Vous avez la liste ici. Porcy, Cornélie, Marc-Antoine sont des textes qui ont pour sujet des épisodes tirés de l'histoire romaine, alors que Hippolyte, la Troade et Antigone reprennent des épisodes de la mythologie grecque. Les Juives est la seule tragédie religieuse de Garnier, donc tirée d'un épisode de la Bible. Alors, toutes ces histoires ont des choses en commun, évidemment, au niveau de la dramaturgie, au niveau de la construction dramatique. Alors, comment résumer un petit peu, là, je résume de manière très, très, très succincte, mais en gros, la façon dont l'action dramatique se déroule dans les tragédies de Garnier. Il s'agit essentiellement d'exposer les conséquences d'un événement pathétique, source donc d'émotions très intenses, essentiellement la tristesse, le désespoir aussi, sur un personnage ou une collectivité. On montre la chute dans le malheur d'un personnage de haut rang, roi, reine, princesse, etc., et la réaction de ce personnage à l'éruption de ce malheur dans sa vie. Donc, l'événement pathétique, c'est-à-dire ce qui est au cœur de l'éruption du malheur, peut consister en la perte du pouvoir politique, par exemple, ce qu'on retrouve dans les Juifs. Le roi des Juifs, Sédécie, est fait captif, ainsi que toute sa cour et son entourage. Il est prisonnier du roi Nabucodonosor et on assiste vraiment au dernier moment de la vie de son entourage. Et bon, Sédécie ne meurt pas sur scène, mais sa mort est très, très prochaine au moment du dénouement. L'événement pathétique peut être aussi la perte de la liberté, comme dans la Troade. La Troade, ce sont les Troyennes. C'est ce qui arrive aux Troyennes après la chute de Troie. Après le massacre de la chute de Troie, elles sont faites prisonnières et on voit un peu leur réaction face à ce nouvel état dans leur vie. Et aussi, l'événement pathétique, c'est la perte d'un être cher. Et c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les tragédies de Robert Garnier, que cette perte ait lieu avant le début de la tragédie ou pendant la tragédie. C'est un épisode qui est source d'émotions intenses, évidemment chez les personnages, mais aussi chez le public. Donc, la mort d'un proche ou celle du personnage principal est un épisode récurrent de l'action dramatique des tragédies de Garnier. On pourrait dire un peu comme dans les mystères et les miracles, sauf que les circonstances dans lesquelles ces morts se produisent sont évidemment très, très différentes. Dans les mystères et les miracles, on assiste à la mort d'un personnage exemplaire qui va accueillir cette mort comme étant l'occasion d'intégrer le royaume de Dieu. Hein. Donc, souvent, les morts sont vécues de manière sereine, révèlent la force d'âme des personnages. Alors que dans les tragédies de Garnier, la mort d'un proche est vécue comme une catastrophe. Hein. On a vraiment la notion dramaturgique de catastrophe qui est au cœur de cette dramaturgie et qui va donc susciter des émotions extrêmement intenses chez les personnages, en vue de toucher, bien sûr, le public par la suite. Donc, comment se manifeste ce spectacle de la mort chez Garnier? En accord avec la conception de la tragédie développée au 16e siècle, l'action dramatique comprend au moins une mise à mort, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un suicide. Mise à mort qui est soit racontée par un personnage, et c'est le cas dans toutes les pièces de Garnier, ou montrée directement sur scène. Dans plusieurs de ces pièces, mais non pas toutes. Ce dernier cas de figure ne concerne toutefois que les suicides.
et la plupart d'entre eux se produisent vers la fin de la tragédie. Donc, on a dans certaines pièces de Garnier des suicides de personnages qui sont présentés directement. Ce n'est pas systématique, par contre. Le théâtre de Garnier, à cet égard, en ce qui concerne la représentation de la mort, semble à l'image de ces modèles antiques, là, Euripide et Sénèque, qui s'abstiennent en général de montrer directement la mise à mort sur scène, mais ne se privent pas de montrer le sang ou les cadavres. J'en arrive aux cadavres. Toutes les mises à mort chez Garnier ont lieu hors scène, sauf les suicides, comme je mentionnais, et ces mises à mort sont racontées a posteriori par l'entremise d'un récit très détaillé de l'acte sanglant. Et toutes les pièces de Garnier montrent au moins un cadavre, à l'exception des Juifs, qui est pourtant une pièce dont l'action est très violente. Mais on retrouve tout de même à la fin le personnage de Sédécie, le roi juif, avec les yeux ensanglantés parce qu'on lui a crevé les yeux. Donc, il rappelle Édipe au public de l'époque et aux lecteurs de l'époque. Et aussi Cornélie, qui est un cas de figure assez particulier dans lequel le cadavre sera signalé, signifié sur scène avec un objet plutôt qu'avec un corps. J'y reviendrai. Alors, parmi les récits, je vais commencer par les récits de mise à mort pour en venir ensuite aux cadavres, parce que les récits sont intéressants. Ils thématisent la question de la mort de manière très importante via le discours. Donc, dans la Troade, ou les Troyennes, si vous préférez, plusieurs morts sont mentionnées. L'une d'entre elles est celle d'Astyanax, le fils d'Andromaque, qui sera forcé de se précipiter du haut d'une falaise parce que les Grecs sont venus le chercher pour le mettre à mort. Donc, il préfère se jeter lui-même du haut de la falaise plutôt que d'être jeté par eux. Et le messager vient raconter aux Troyennes les circonstances de cette mort. On ne verra pas le corps d'Astyanax pendant toute l'action dramatique, mais le discours va donner des informations très précises sur l'apparence de ce corps. Voici ce que dit le messager. Son corps est tout froissé, tout moulu, écaché, rompu, brisé, gâché, démembré, déhaché. Vous voyez la succession des qualificatifs. Sa tête par morceaux, la cervelle sortie. Et bref, vous en verrez une seule partie qui n'est les os broyés plus menus que le grain, qu'on farine au moulin pour le tourner en pain. Donc, c'est un corps pulvérisé dont il est question ici. Si bien qu'il ne semble plus qu'une difforme masse, confuse de tout point, sans trait d'humaine face, ni d'humaine figure, et puis le sang qui loin fait qu'en levant un membre, on ne le connaît point. Donc, cadavre méconnaissable, hein, réduit à une masse informe, c'est ce qui nous est donné à imaginer avec ce discours. Dans une autre tragédie, la tragédie d'Hippolyte, qui reprend l'histoire de Phèdre, Hippolyte et Thésée, la mort d'Hippolyte traînée par ses chevaux sera également l'objet d'un long récit de la part d'un messager qui va détailler, un peu comme le faisait Sénèque lui-même, là, comment cette mort s'est produite. Il demeure empêtré, le nœud toujours se serre, et les chevaux ardents le traînent contre terre, à travers les halliers, les buissons touffus, qui le vont déchirant avec leurs doigts griffus. La tête lui bondit et ressaute sanglante, de ses membres saigneux la terre est rougissante, comme on voit un liman qui rampe aventureux le long d'un cep tortu laisser un trac glaireux. L'image est très forte, hein? Son estomac ouvert d'un tronc pointu se vide, de ses boyaux traînés sous le char homicide. Sa belle âme le laisse et va compter là-bas, passant le fleuve noir, son angoisseux trépas. Encore une fois, une image très visuelle, hein, une description très visuelle de cette mise à mort où ce qui frappe, c'est le démembrement, la pulvérisation des corps en morceaux. C'est très fréquent dans les discours de récits de mort chez Garnier. Il y a aussi des récits de mort, de mise à mort fantasmée. Je trouvais intéressant de les mentionner parce que ça met la thématique de la mort encore plus présente dans l'ensemble du discours théâtral. Alors, dans la Troade, à l'acte 4, Hécube affirme vouloir se venger d'un personnage qui s'appelle Polymestor et qui est responsable du meurtre de son fils Polydore. Et elle image une mort cruelle pour lui et ses enfants. Voici ce qu'elle dit. Que sous ma puissance à souhait le tenant, je maille sur sa vie outrageuse acharnant.
Je lui sac, c'est-à-dire arracher, du corps les entrailles puantes. Je lui tire les yeux de mes mains violentes. J'égorge ses enfants et de leur mourant cœur, je lui batte la face, apaisant ma rancœur. Alors, c'est une description extrêmement violente et elle est intéressante parce que dans les scènes suivantes, Écube et les Troyennes vont effectivement mettre à mort Polymestor et ses enfants. Donc, c'est comme si c'était une description préalable d'une action qui va se produire dans l'action dramatique par la suite, mais qui ne sera pas montrée sur scène, okay? Qui ne sera pas visible directement sur scène. Polymestor, après la mise à mort de ses enfants, après qu'il ait été non pas mis à mort par Écube et les Troyennes, mais aveuglé par elle, il arrive sur scène les yeux ensanglantés, imagine à son tour sa vengeance après le meurtre de ses propres enfants. Il imagine comment il tuerait Écube. Qu'empoigné je la puisse et que, vengeant l'injure de mes fils et de moi, son corps je défigure, je la démembre vive et fasse trépasser entre mes bras vengeurs devant que la laisser. Encore ici, la, la mention du démembrement, hein, dont les théoriciens disaient qu'il est impossible, hein, de manière crédible, de la représenter sur scène, mais le discours prend en charge cette action-là, qui est sans doute l'une des plus violentes qu'on puisse imaginer en cas de mort violente. Alors, quelle est la fonction ou les fonctions des récits de mort violente, qu'ils soient réels, que cette mort soit réelle ou fantasmée, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Donc, on peut penser que, à l'image de ce que les théoriciens prescrivent, ils ont pour fonction de pallier le refus ou la difficulté, par souci de vraisemblance, de représenter directement les actes sanglants sur scène. Mais c'est aussi un moyen efficace d'émouvoir le public en lui permettant d'imaginer ces actions violentes suggérées par la narration sous forme d'hypotypose et donc de produire un effet pathétique. Alors, je cite ici Florence de Bipoisson, qui a écrit un ouvrage magistral sur le pathétique dans le théâtre de Robert Garnier, où elle évoque cet effet souhaité, l'effet pathétique là, souhaité par la dramaturgie chez Garnier. Alors que le drame médiéval fait figurer sur le plateau des scènes de torture, le texte de la tragédie humaniste remplace le bourreau. Les paroles des personnages suggèrent au public toutes les mutilations que peut inventer l'imagination sadique d'un tortionnaire. Ainsi, sans avoir à montrer de tels spectacles, Garnier parvient à en recréer l'horreur. Alors, j'en arrive au cadavre, hein? La mort sur scène, donc la mort visible directement sur scène par l'exposition des cadavres. Donc, si l'acte de mise à mort n'est pas présenté, sauf dans le cas des suicides, mais les suicides, je laisse de côté, le résultat de ces meurtres et exécutions est toutefois exhibé. Il y a en effet abondance de cadavres dans le théâtre de Garnier, et cette exhibition a aussi pour fonction, je pense, de produire du pathétique. La présence des morts sur scène, dont l'apparence macabre d'ailleurs est souvent décrite, on le verra, vise à rendre visible et concret le malheur tragique affligeant les personnages, c'est-à-dire la perte d'un proche. Et ce pathétique naît du contraste, entre autres, entre ce qu'était l'être aimé avant sa mort, souvent caractérisé par la beauté, et son cadavre violenté qui, lui, est démembré, pulvérisé, abîmé, etc. La présence des morts sur scène est également l'occasion d'amplifier le pathétisme grâce aux scènes de déploration funèbre, parce que emporter le cadavre sur scène donne l'occasion aux personnages endeuillés de pleurer la mort de cette personne tout en tenant, embrassant le cadavre sous les yeux du public. Alors, quelques exemples. Dans la Troade, toujours, c'est vraiment une des pièces dans lesquelles j'ai puisé le plus de choses pour cette présentation. Le cadavre de Polydore apparaît sur scène. Alors, Polydore est l'un des fils de Écube. Il n'est pas présent dans la liste des personnages parce que ce n'est pas un personnage parlant. Donc, à l'époque, au 16e siècle, la liste des personnages était présentée comme étant une liste d'entre-parleurs. Donc, on mentionne ceux qui parlent, ceux qui dialoguent. Mais Polydore apparaît sur scène sous forme de cadavre. Écube, d'ailleurs, va le décrire brièvement en parlant, en s'adressant à son meurtrier, Polymestor, et méchant exécré, comme tu l'as de coups durement massacré, comme à le déhaché, tu as saoulé ta rage, au meurtre acharné plus qu'un tigre sauvage.
Plus loin dans la pièce, on voit apparaître aussi d'autres cadavres, ceux des enfants de Polymestor, donc ceux que j'évoquais tout à l'heure. Après que Écube et les Troyennes l'aient tués hors scène, les aient tués, on les apporte sur scène. Okay? Et Agamemnon va signaler la présence de ces cadavres en disant, lorsqu'il arrive sous les lieux, qui ces petits-enfants a massacré de coups. Okay? Donc, il est clair que les cadavres des deux enfants sont sur scène, mais ils n'apparaissent pas non plus dans la liste des personnages. Donc, ils ne sont présents dans toute l'action dramatique que sous forme de cadavres. Alors, ma question, pour laquelle je n'ai pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de didascalie dans le texte ou d'indication scénique sur un quelconque manuscrit ou une édition qui donnerait cette information, mais peut-être ces corps étaient-ils incarnés aussi par des mannequins, des idoles, comme on disait à l'époque. Ça demeure une possibilité dans l'éventualité où ces personnages-là n'ont pas à parler dans le dialogue. Peut-être qu'il était possible d'utiliser un expédient, un personnage qu'on ne met pas directement mort, qui est déjà mort, et donc on peut présenter peut-être à l'aide de mannequins habillés, etc. Donc, c'est une question que je soulève, une hypothèse que je soulève. D'autres exemples, dans Pourcy, le cadavre de Marc Brut, son mari, est transporté sur scène aussi à l'acte 4, et ce personnage n'apparaît pas non plus dans la liste des personnages. Et Porcive, donc, va signaler de manière très claire que le personnage est présent en disant toi, Brut, que voici ton Brut dont le corps gît ici et son âme en la plaine des morts. Donc, il est clair que le cadavre est présent ici lors d'une éventuelle représentation. Dans cette scène, Porcy se livre à une déploration funèbre. Elles sont très fréquentes dans le théâtre de Garnier, en disant « Ô brute, je te suis, mais reçois cependant ces larmes que je viens sur ton corps répandant. Reçois, mon cher mari, devant que je descende, ces funèbres baisers dont je te fais offrande. » Donc ici, c'est le rapport au corps mort qui est dramatisé directement sur scène. J'ai un autre exemple, mais je vois que le temps file, donc je ne vais pas lire à voix haute, mais dans Hippolyte, on a également la représentation du corps d'Hippolyte. Hippolyte, par contre, est un personnage parlant dans le reste de l'action dramatique, donc il est vraisemblable que le comédien jouant ce personnage ait pu réapparaître sous forme de cadavre à la toute fin, mais on signale bien que ce cadavre a perdu toute sa beauté, hein, qu'il est maintenant un être qui est abîmé. La description qui a été faite de la mort d'Hippolyte suggère un corps démembré, hein. Donc, de quelle manière cet élément-là est-il représenté sur scène? La question peut être soulevée. C'est la même chose dans Marc-Antoine, où Cléopâtre va pleurer sur le cadavre de Marc-Antoine, qui est également un personnage parlant dans la tragédie, mais elle va aussi signaler la laideur de ce cadavre, hein, en disant la pâle hideur s'empare de ton teint. Hein. Donc, il y a ce contraste entre beauté et laideur qui est quand même signalé. Quelques mentions très rapides sur une pièce qui s'intitule Cornélie. C'est la seule de Garnier où c'est un objet, c'est-à-dire une urne contenant des cendres d'un personnage décédé, qui a pour fonction de représenter un mort sur scène. C'est le personnage de Pompée qui a été assassiné. Donc, le procédé a pour effet, je pense, d'effacer le spectacle macabre du corps mort, que ce corps soit le corps d'un acteur ou un mannequin, tout en rendant visible et concrète la perte de l'être aimé. Donc, la mort est tout de même présente par un signe très concret, un objet très concret sur scène. J'en arrive à ma conclusion. Alors, la mise en scène de la mort sanglante dans l'histoire de la tragédie donc, prend des formes très variées, parmi lesquelles on peut distinguer deux modalités principales. Il s'agit soit de représenter l'action criminelle et le moment même de la mort, ce que privilégie le théâtre médiéval en faisant usage de feintes et de secrets, ou de montrer uniquement le tableau funeste résultant de cet acte sanglant, ce qui est le procédé utilisé par Robert Garnier. Donc, Robert Garnier préfère montrer ce tableau macabre qui résulte des meurtres avec l'exhibition du cadavre, lequel est susceptible de provoquer de puissants effets pathétiques. La plupart de ces tragédies privilégient l'expression de la plainte en donnant à voir la lamentation prononcée sur le corps mort d'un être aimé,
que ce dernier corps soit incarné par un acteur ou représenté par un mannequin. Les discours des personnages, en particulier ceux des messagers, donnent à entendre qu'entre eux, le récit détaillé et pathétique des mises à mort sanglantes, qu'elles soient réelles ou fantasmées, violence qui rappelle les scènes de torture des mystères du Moyen Âge. Son théâtre, à Garnier, est à cet égard conforme aux prescriptions des théoriciens de son époque. Les actes horribles doivent avoir lieu hors scène et les corps meurtris ou démembrés apportés devant le public. Le souci de présenter sur scène des actions crédibles qui susciteront l'adhésion du public et non ces moqueries témoigne d'un changement de paradigme dans la réflexion sur la mise en scène au théâtre. Le critère de la vraisemblance, inexistant dans la conception médiévale, est dorénavant au cœur des préoccupations. Alors, il y a plusieurs autres auteurs du 16e siècle dont la dramaturgie et l'esthétique se rapprochent énormément du théâtre de Garnier. Garnier a même été un modèle pour certains. Mais il y a aussi d'autres pièces qui vont davantage s'inscrire dans le prolongement des pratiques médiévales, en particulier le théâtre hagiographique. Donc, le théâtre de martyrs, sur lequel s'est beaucoup penché Christian Biais et son équipe, dans un ouvrage publié au Classique Garnier et toute une succession de publications. Je donne un seul exemple de ce théâtre hagiographique de la fin du 16e siècle. Il s'agit d'une pièce qui s'intitule La Maccabée, tragédie du martyre des 7 frères et de Solomon, leur mère. Elle est écrite par Jean de Viré et publiée en 1596 et elle enchaîne plusieurs scènes de torture et d'exécution au vu et au su du public. Hein. Elles sont montrées de manière très explicite. Le texte est très clair à ce sujet. Les éditeurs de cette pièce ont même écrit que l'auteur expérimente sur scène tout ce qu'il est possible de faire subir à un corps. Alors, il y a des écorchements, des décapitations, des démembrements, on fait bouillir des corps dans des marmites, des chaudrons. Ah, ouais. La liste est longue. Alors, pourquoi présenter ces horreurs? Il s'agit d'un théâtre de martyrs où on présente la vie de saints et de saintes. Donc, il s'agit d'édifier les spectateurs par l'exemple de la force d'âme dont font preuve les victimes face à cette épreuve. Donc, on se rapproche hein, vraiment de l'esthétique et de la dramaturgie des mystères médiévaux avec ce type de théâtre. Donc, il est clair que la mise en scène de la Maccabée et d'autres pièces du même ordre a dû recourir à l'art des feintes et des secrets développés au Moyen Âge, beaucoup plus là, que pour les mises en scène éventuelles du théâtre de Robert Yann. Alors, je vais m'arrêter ici. J'ai parlé longuement. Je vous remercie pour votre attention.